Lance. Ok, Huguette, c'est à toi. voilà. Juste un petit détail technique, sur mon écran, ma pastille, elle est un peu coupée, mais peut-être que pas sur le vôtre. C'est-à-dire que on voit que mes lunettes un peu. Non, Ah c'est oui. OK. On voit normalement. Bien. Bon, ben, bonjour à tous. Je suis en même temps émue et en même temps ravie d'avoir Jacques aujourd'hui avec nous, Jacques Fradin, que je comptais avant, depuis combien de temps je le connaissais, donc je n'ose même pas dire, mais ça fait à peu près 20 ans. Et j'ai beaucoup suivi les enseignements de Jacques et je continue à rester attentive à ses développements. Donc, le thème de notre conférence, c'est la place des émotions dans le changement de comportement, hein. Jacques est médecin, neuroscientifique. Il a fondé l'Institut de médecine environnementale. C'est donc là où j'ai été l'élève. Et puis, depuis 2 ans ou trois, je ne sais pas, Jacques, depuis combien de temps tu travailles sur le GIECO, qui vient de sortir son gros rapport. Si tu peux dire 2 mots sur le GIECO. Alors, on a à l'IME, donc l'Institut de médecine environnementale que je vois bien depuis longtemps, 1987. On a envisagé l'hypothèse de créer un GIEC du comportement en 2006, dans une réunion européenne, avec notamment des Jacques, professeurs. est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus Un peu plus fort? fort, Jacques. D'accord. Alors, je vais essayer de. Il y a peut-être un problème sur mon micro. Parce que Oui, parce qu'on vous entend à peine. Ah Faudrait oui, bon, améliorer. j'ai peut-être un problème de micro, je vais sélectionner. On n'a pas eu de problème quand on a fait le test tout à l'heure, mais là, c'est... Oui, tout à l'heure, on t'entendait très bien, Jacques. Est-ce que c'est meilleur là tout de suite? Ah oui, Voilà. C'était pas le micro du casque, c'est pour ça. bon. Voilà, Tu donc là parles c'est de- bon cette fois. voilà. Donc, tu peux reprendre le GIECO, Alors, c'est? le GIECO, voilà, c'est une idée qui a germé dans une réunion de travail dans le cadre de l'Institut de médecine environnementale en 2006, entre le professeur Philippe Van den Bosch, le professeur Farid El Massioui, qui était à l'époque directeur du labo psychologie et neurosciences de l'IME, et Camille Lefrançois et moi, donc chercheur à l'époque, Camille Lefrançois à l'IME, et moi, donc on se disait, mais au fond, finalement, le comportement, c'est aujourd'hui l'objet de beaucoup de disciplines, mais il n'y a aucun endroit où la synthèse se fait, comme l'OMS pour la santé, comme le GIEC pour le climat et bien d'autres organisations scientifiques. Et le comportement, ça reste un truc à part, comme si on était désespérément des cordonniers mal chaussés, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le sujet, comment dire, important pour certains, mais pas important pour la majorité d'entre nous, comme si ça allait de soi que on a l'esprit clair, qu'on sait gérer notre vie, un peu comme dans le modèle libéral, quoi. L'électeur consommateur, il sait juger, et pour lui, et pour ses choix politiques, et j'en passe, avec raison et justesse à défaut de justice. Voilà. Et puis en fait, bah, comme vous le savez, beaucoup d'études montrent le contraire. C'est-à-dire, c'est pas comme ça que ça se passe, ou pas seulement comme ça que ça se passe. Et donc, il nous apparaissait urgent de dire, mais finalement, le facteur humain, c'est transversal, c'est partout et c'est nulle part. Il faudrait une organisation prévue pour le GIECO. C'était l'idée. On a vraiment fait la chose qu'en 2018, en créant un comité scientifique, un collectif pour préparer un manifeste pour un GIECO, dont le professeur Alain Berthoz, qui s'est joint à nous, et quelques autres, Patrick Légeron de Stimulus et quelques autres, avec qui on a fait un collectif et transdisciplinaire, et qu'on a soumis à des milliers de scientifiques dans le monde, chacun dans nos réseaux, allant explorer. Rétablir le son. Vous aviez mon son ou vous m'aviez perdu complètement? On Non? avait perdu, tout le monde avait eu son son coupé, donc Bon. voilà. Alors, donc je Tu peux, reprends tu peux, peut-être. tu peux synthétiser, Jacques? Alors, j'irai donc, voilà, c'est pour dire que le GIECO est né au départ d'une réflexion transdisciplinaire réduite en comité interne
et en se disant il nous faudrait un GIEC du comportement. Il y a des disciplines partout qui ne se parlent pas ou très peu, alors que dans tous les autres domaines, les synthèses vont de soi depuis des décennies, voire des siècles. Voilà. Et c'est cette volonté-là qui a permis de proposer tout ça, et avec un nombre de signataires et de niveaux suffisamment convaincants pour organiser 2 réunions à l'UNEP à Paris, donc UN Environmental Programme, donc le programme des Nations Unies pour l'environnement à Paris, qui ont des services et qui nous ont invités. On a donc fait venir, inviter parmi les plus éminents signataires ceux qui voulaient venir, une centaine, donc une trentaine sont venus à chaque réunion fin 2019, début 2020, et on a décidé lors de la deuxième réunion, juste avant la fermeture pour le Covid, des locaux de l'UNEP, on a décidé de créer le GECO. Voilà. Et on a décidé, en discussion aussi avec l'UNEP, les gens de l'UNEP de Paris qui nous ont dit n'attendez pas d'obtenir l'accord des institutions et le tampon des institutions, vous en avez pour 20 ans, allez-y, mettez-nous dans vos contacts, dans vos soutiens, dans ce que vous voulez, mais allez-y. Faites une association internationale, ce qu'on a fait, avec une alliance pour le GIECO, et on a depuis des centaines de scientifiques qui se sont proposés pour participer bénévolement au rapport. Alors, on a publié déjà le tome 1 du premier rapport principal, on est en cours de rédaction du tome 2. Le premier était chaque discipline et sa vision sur le facteur humain des transitions. Le tome 2, c'est une vision transdisciplinaire sur des sujets chauds. Et le tome 3, c'est la grande synthèse pour l'ensemble des acteurs, que ce soit scientifiques ou acteurs de la société, partisans, si je peux dire, toute partie prenante, et Alors, redit en synthèse très concrète. Voilà, c'est ça le rapport, c'est comme le GIEC, c'est pas la synthèse pour les scientifiques d'abord, c'est d'abord la synthèse pour les acteurs de la société. Mais ceci étant, les scientifiques, et je terminerai là-dessus, Jean Jouzel, à qui on demandait, mais finalement, le GIEC, ça n'est que la synthèse des publications scientifiques, il a dit oui au début. Mais à la fin, comme les scientifiques se sont mis à lire et à participer à la construction des rapports, pour la première fois, on a eu une vision transdisciplinaire dans les publications. Ça, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire que le GIEC a changé la vision des climatologues sur le climat. Wow. Pour ne pas dire que la climatologie est née avec le GIEC. On espère faire la même chose, qu'il y aura le GIECO, comme l'OMS aujourd'hui, qui synthétise les connaissances scientifiques sur la médecine, toutes disciplines confondues, il y en a 70. Donc, on ne pourrait pas le faire sans l'OMS, on ne pourrait pas faire la synthèse sur le climat sans le GIEC. Je pense qu'on ne peut pas la faire sans un GIECO. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, mais on ne peut pas répondre sur ce que va faire le GIECO. Justement, c'est pour ça qu'on le d'accord. fait. Jacques, donc justement, on va partir On de ce parle qui a de été ça. fait, Voilà. puisqu'il y a un rapport qui vient de sortir, et l'idée, c'est, est-ce qu'on parle des émotions dans ce rapport? Quelle est la place qui est Ouais. donnée Ouais. dans ce que vous avez vu ou vos études, Ouais. dans la place des émotions dans le changement de comportement, puisque le rapport, c'est facteur humain, et on sait que dans le facteur humain, les Voilà. émotions ont un rôle. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à travers ce qui a été Alors, analysé, observé et il y a un rapporté chapitre. dans ce rapport? Il y a un chapitre sur l'émotion dans ce premier tome du premier rapport. Euh, je ne vais pas en parler, même si je l'ai survolé, parce que c'est pas moi qui fais la relecture, le review, c'est Stéphane Labranche et Jonathan Mill, donc un plutôt socio, l'autre plutôt neuro. Voilà, le premier tome est en anglais, il va y avoir un résumé en français qui va être publié prochainement, je crois de 67 pages, plutôt pour les spécialistes ou experts, un autre de 30 pages pour les tout venants qui auront une synthèse de ce qu'on peut appeler le contre-intuitif et l'émergent, ou ce qu'on confirme, voilà. Mais pour autant, on va dire que ça n'est que l'amorce. Donc je pense que à ce stade-là, même si ce n'est pas la question, je donnerai plutôt mon avis, même si j'y intègre évidemment beaucoup d'avis, mais mon avis sur le sujet parce que évidemment c'est émergent. Autrement dit, ce premier article est déjà une première synthèse. Excusez-moi, je coupe. Euh, sur les émotions, et bien sûr, j'y ferai allusion notamment à Damasio qui vous a beaucoup intéressé
et vous n'êtes pas seul, hein, moi aussi, c'est un des plus grands chercheurs qui est réfléchi au sujet d'une façon transdisciplinaire et notamment neuroscientifique, neuro et neuroscientifique. Donc, euh, oui, il y a déjà des choses qui sont dans le rapport. Je vous invite plutôt à aller les lire et pas prendre trop de temps dessus. Vous aurez des réponses plus précises sur ce qu'il y a dans le rapport aujourd'hui. Mais il va y avoir par ailleurs un groupe de recherche transdisciplinaire qui sera vraiment le fer de lance de la nouveauté du GIECO, puisque les rapports vont faire travailler des chercheurs entre eux pour faire émerger progressivement dans les tomes 3 des rapports, comme là, des synthèses sur lesquelles on est consensuel en transdisciplinaire. Donc c'est vraiment là qu'on pourra commencer à dire que c'est le GIECO qui donne son avis. Là, pour l'instant, ce sont des auteurs qui font des revues. Euh, et Alors, puis, il y qu'est-ce aura un qu'on peut groupe de dire recherche quand même il y aura quand un groupe de c'est recherche qui va émergent? travailler sur des méta-analyses transdisciplinaires, qui va lui aussi être créé, qui va aller plus loin et faire des trajectoires. Là, on sera encore dans des sciences beaucoup plus dures. Donc voilà, ça, c'est des projets du GIECO, mais je vais bien sûr rentrer dans le détail de euh, qu'est-ce qu'on peut espérer faire émerger sur la transdisciplinarité sur les émotions et qu'est-ce que ça va changer dans nos pratiques. Alors là, ce sera un peu plus mon avis, mais c'est un peu plus transversal que ce qu'on a déjà produit. C'est pour ça que je me permettrai de donner encore mon avis en tant que mon avis, et des gens avec qui je travaille, hein, Alain Berthoz par exemple, qui ont eux-mêmes, bon, j'ai participé à un ouvrage de l'équipe de recherche autour d'Alain Berthoz depuis une dizaine, quinzaine d'années. Euh, voilà, vous avez des choses à voir sur la transdisciplinarité dans l'émergence voilà, de la vision du cerveau et du fonctionnement. C'est chez Odile Jacob. Euh, voilà, c'est autour d'Alain Berthoz le titre. Donc, pour Voilà. revenir au Donc rapport, oui, voilà, c'est pour projeter un petit peu les ambitions, si on veut faire compact, voilà quelles sont les ambitions du GIECO, mais plus généralement, je dirais, de nos disciplines aujourd'hui. La société a besoin de nous, si je peux dire. On voit bien que le facteur humain est le grand facteur limitant de la société. Ce ne sont pas les gens qui limitent, c'est notre connaissance respective, individuelle et collective, organisationnelle, sociétale, de notre gestion de nous-mêmes. 8 milliards d'orchestres, d'instrumentistes avec ben, beaucoup de chefs d'orchestre, ça a du mal à marcher, quoi. C'est normal. alors, dans ce qui est émergent aujourd'hui de ce premier rapport, est-ce qu'il y a des choses qui sortent au niveau du rôle des émotions dans le changement de comportement? Comment dire? Je pense que ce qui sort du premier rapport reste pour l'instant connu des spécialistes, si je le dis autrement. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'y attarder et je vous renvoie plutôt à la lecture. Je pense que les ambitions sont au-delà, c'est pour ça que je vais davantage zoomer dessus et peut-être enchaîner dessus et après on verra comment ça intègre Damasio, ça intègre Berthoz, ça intègre pas mal de gens, Olivier Houdet si vous connaissez en France, etc. Donc je dirais les émotions d'abord, moi je préfère parler des émotions plurielles. J'ai écouté un neuroscientifique sur CNN il y a pas mal d'années qui disait, en fait, on dit qu'on a un cerveau, mais on a plus une population de neurones qu'un cerveau. C'est plus exact. L'évolution fait du bricolage, comme on dit, le bricolage de l'évolution. Et donc, deuxième élément, l'évolution n'élimine jamais les vieux acquis, elle les module par de nouveaux acquis. Autrement dit, ça explique un paradoxe qui explique très bien déjà des Laborie il y a longtemps, ou bien d'autres, et ensuite des Damasio et bien d'autres, ou des Berthoz, c'est que les structures les plus développées, les plus récentes du cerveau ne sont pas au cœur de la conscience ni des mécanismes de gouvernance. On pourrait se dire, le cœur de l'intelligence, c'est là où tout va se passer, et puis après, on pilote les structures spécialisées. Ça, c'est un travail d'ingénieur. Le travail de l'évolution, c'est le contraire. Il part de l'ADN, comme disait Laborie, hein, et puis il construit des structures, et il module ensuite ces structures à partir des nouveaux acquis. Redit autrement, le cortex préfrontal et le cortex plus généralement et les structures tertiaires ou quaternaires, c'est d'abord et avant tout les modulateurs qui répondent à des questions des vieilles, et pas l'inverse. Si vous voulez dire autrement, c'est comme si un petit ordinateur de première génération pilotait le monde d'Internet, posait des questions aux grandes IA d'aujourd'hui ou aux spécialistes de tout ce que vous voulez pour répondre à ces questions à elles, à cette petite structure d'origine. Et ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Alors si je reparle de l'émotion, ou j'applique à l'émotion ce que je viens de dire en général, ça vaut pour l'ensemble des gouvernances. Par défaut, un humain pas éduqué, c'est d'abord un animal.
l'enfant sauvage. C'est-à-dire on est un mammifère et on fonctionne un peu comme un mammifère lambda, quoi. Euh, on a beau avoir un cortex préfrontal, ça émerge très peu. Au fur et à mesure que la culture émerge, et suivant les cultures, on a des domaines de préfrontalisation ou de corticalisation ou de ce que vous voulez qui se développent, et on a des domaines où on est plus ou moins ouvert, communicant, créatif, capable de se restructurer, de se reformater, de tout ce qu'on veut, tout ce que savent faire les structures les plus développées du cerveau, et on émerge dans la conscience des capacités de type cortico-préfrontal. Damasio explique très bien ça en disant finalement la préfrontalisation, il ne le dit pas comme ça directement ces termes, quoique on le retrouve, euh, elle se fait de deux façons, par des connaissances particulières, mais aussi par une gouvernance. C'est-à-dire que notre culture devient de plus préfrontalo-centrée. Autrement dit, on apprend à raisonner comme les scientifiques par des questions, des questionnements, le modèle hypothético-déductif par exemple. Ce n'est pas du tout les vieilles structures. C'est le modèle associatif, punition-récompense. Pour être hypothético-déductif, il faut monter très haut dans le cerveau. Et ce qu'on dirait en numérique, c'est une émulation. Le cerveau de base, il est stimulus-réponse, punitivo-récompenseur, quoi, si je peux dire. Il est donc punition-récompense, succès-échec. Et c'est au fur et à mesure qu'on émerge dans des structures développées qu'on devient Rex, comme on dit dans le domaine de la sécurité. C'est-à-dire on apprend de l'expérience. On apprend autant des erreurs que des succès. On interroge le réel, il nous répond. Des choses qui ne nous plaisent pas, mais il nous répond. Donc on peut intégrer ces réponses et apprendre, comme la sécurité aérienne, des erreurs. C'est pour ça qu'on va explorer les accidents d'avion ou tous les incidents, etc., parce qu'on apprend autant des erreurs que des succès. Mais Et, alors, et concrètement, voilà, c'est pour ça que le cerveau ne fonctionne pas comme ça par défaut. mais quel est le rôle des émotions dans le Eh changement bien, des quelles émotions? décisions et le changement de comportement? Quelles émotions? Je vais vous donner un exemple. Je travaille actuellement sur l'algodystrophie. C'est tout à fait clinique, parce que la personne dont je vous parlais, ma sœur unique, a une algodystrophie tertiaire, si vous connaissez, stade 3. Ça perturbe tout, hein. Ça perturbe toutes les cognitions, tous les niveaux du cerveau sont perturbés. Et vous voyez qu'il y a une descente à certains moments des niveaux de fonctionnement cognitivo-émotionnel qui sont à des niveaux médullo-tronc-cérébral, si vous voulez. Je caricature un peu, quoique. Et donc, on a, pour vous donner un ordre d'idée, on se connaît depuis longtemps, puisque c'est ma sœur et on s'apprécie depuis longtemps. Il y a des moments où elle ne me reconnaît pas dans les moments de crise aiguë. Je suis un anonyme. Le prénom change tout le temps. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Enfin voilà, ça donne des choses de ce genre. Alors ça dure le temps des crises, mais c'est comme la psychiatrie, dans ce qu'on appelle des crises de rapte de conscience, sauf que c'est encore l'étage en dessous. Et plus on descend dans les étages, l'algodystrophie, comme le nom l'indique, c'est la gestion de la douleur. Et la douleur s'évalue, en fait, c'est une structure intelligente qui évalue la douleur en fonction du risque estimé extérieur. Autrement dit, si vous préférez, c'est comme une phobie, mais le risque, c'est soi, pas l'autre. Donc, on bride le contrôle du mouvement à travers la parésie, la perturbation de l'initiative. Et vous voyez, quand vous voyez un animal, moi j'ai eu un chien par exemple qui à un moment donné était malade et on avait un jardin à l'époque assez grand. euh, J'étais médecin installé, etc. C'est il y a longtemps. Et il était allé se cacher sous un arbre du jardin. On l'a redécouvert 2, 3 jours plus tard, il était quasi mourant. Pourquoi est-ce qu'il était allé se cacher alors que c'était un chien qui nous aimait beaucoup? Parce que quand on est dans un processus de souffrance extrême, on change de gouvernance dans le cerveau et les vieilles structures nous amènent, disent les éthologistes, hein, à aller nous mettre dans un endroit où on ne mange pas, où on ne bouge pas et où on ne se fait pas attraper pour se faire manger. Les trois préoccupations d'un animal sauvage en détresse. Mais dans une vie sociale moderne, d'humain ou de chien, eh ben, c'est la meilleure façon d'aller mourir. Donc nous, on va dire, il est allé se laisser mourir sous un arbre. Non, il s'est mis en état de jeûner et de ne pas bouger, parce que s'il avait eu une fracture ou un infarctus, c'est la meilleure chose qu'un animal sauvage puisse faire, que de ne plus bouger, de ne plus manger et de se cacher. Sauf que chez un humain, c'est mortel. Si on fait ça, ça se finit mal. Donc vous voyez que c'est pour dire que ça, c'est des émotions. C'est celle de l'algo. Si vous montez dans les phobies, c'est la même chose, mais le danger est externe. Vous vous cachez dans votre grotte. C'est pas de vous que vous vous protégez, c'est des autres. Donc vous vous cachez dans votre grotte, les phobies,
et vous pouvez y mourir, mais vous avez quand même un peu plus votre cerveau à votre disposition pour gérer la grotte. Alors que là, vous n'êtes plus rien, puisque vous-même être l'objet de la défiance. Vous vous rendez compte que votre cerveau est défiant de vous-même. Il vous coupe l'initiative, il vous coupe la réflexion, il vous coupe de tout en attendant que ça passe. C'est-à-dire que la douleur s'en aille. Quand la douleur s'en va, si elle s'en va, vous pourrez sortir de votre grotte, enfin de votre arbre. Ça vous parle? Donc vous voyez l'émotion, quelle émotion? Si vous montez encore dans des étages au-dessus, si je peux dire, c'est un peu simplé ce que je vous dis, mais c'est pas si faux. Hein. MacLean n'avait pas raison dans la description qu'il a faite de la hiérarchie du cerveau et de l'évolution, mais il avait plus raison que tort sur le fond. Les Damasio et autres sont d'accord. Hein. Il y a une hiérarchisation des développements structurels. Et donc, dans l'émotion, on va dire, sociale telle qu'on la connaît, c'est je t'aime, tu m'aimes ou on ne m'aime pas et je me sens exclu. Eh bien, c'est on m'aime, j'aime ou je n'aime pas, on m'aime pas. C'est pareil, la pire chose qui puisse arriver dans le on m'aime pas, dans les émotions du on ne m'aime pas, c'est je me mets à l'écart et parfois je me suicide, alors que dans les vieilles structures, on ne veut pas justement du suicide. Donc on se cache pour se protéger de soi-même. Vous voyez comment tout ça est dissonant. Il n'y a pas une émotion. Et si vous passez ensuite dans le préfrontal, ce que Damasio a appelé le sentiment, ben, l'émotion, elle est projective chez l'autre. C'est-à-dire le bonheur de l'autre est aussi important que le mien. Je peux être généreux, courageux. C'est pas seulement les neurones miroirs, hein, ça va bien au-delà. Donc le bonheur de l'autre fait partie de mon bonheur à moi. C'est le sentiment. Le sentiment est très différent de l'émotion qui fait que si je suis jaloux, je vais parfois étrangler la personne qui m'a volé mon amour pour le donner à un autre. Vous voyez comment il y a toutes sortes d'émotions. Tout ça, c'est de l'émotion. Donc si on met un seul mot sur émotion, c'est le chaos. C'est juste pour illustrer. J'irai encore plus loin. Dans l'émotion, il n'y a pas seulement la dimension structurelle des niveaux de gouvernance, entre guillemets, des structures de leur ancienneté dans l'évolution et de leur adaptation darwinienne à l'époque où elles ont été sélectionnées par l'évolution. Mais il y a également une question temporelle. En fait, on met dans l'émotion des choses qui ne sont pas de l'émotion. La sensation, par exemple. Le stress est une sensation, pas une émotion. Or, on met souvent dans l'émotion fuite, lutte, inhibition. Autrement dit, anxiété, anxiété immédiate, hein, s'entend, colère, se défendre contre l'agresseur. Donc, soit se cacher devant un danger immédiat, soit être en colère pour se retourner contre l'agresseur si on ne voit pas comment lui échapper, ou alors se cacher au sens du découragement. Eh bien, les trois états de stress, fuite, lutte, inhibition, qu'on décrit en TCC comme étant le stress, eh bien, le stress, c'est une sensation. C'est justement pour cette raison qu'il ne peut pas être bridé par les structures du cerveau. Il ne peut pas être refoulé, aurait dit Freud, parce que justement, il est trop profond et qu'il n'est pas contrôlable, parce qu'il n'apprend rien dans les structures. Dans les vieilles structures, on apprend peu ou pas. Et donc, en tant que tel, il contourne les interdits émotionnels, plus tardifs, et le cortex peut le capter. Et les TCC, en fait, ont identifié un mécanisme qu'aujourd'hui certains neuroscientifiques ont redécrit. Le cortex préfrontal fait une garde, notamment le lobe ventromédian droit, fait une garde des dissonances qu'il y a dans le cerveau pour en identifier les causes, etc. Et après, le cortex plutôt, on va dire, voilà, supérolatéral droit, de gauche, qui est plutôt donc décisionnel, exécutif, lui, au contraire, va essayer de chercher des solutions par rapport à ça. Mais ces deux structures préfrontales peuvent très bien ne pas accéder à la conscience et, dans une certaine mesure, le stress, lui, dans l'autre sens, détecte une alerte interne qu'il traduit par un état de fuite, de lutte et d'inhibition. Autrement dit, quand il ne sait plus comment faire et qu'il n'a lui-même pas de réponse structurée à son point de vue, c'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi faire ou qu'il a l'impression que ça part dans tous les sens, alors le stress traduit le danger interne et plus le danger externe. Ce que disent très bien les TCC, le gros du stress chez l'humain de nos sociétés, c'est qu'il est d'abord cognitif. Et ce n'est pas une émotion, justement. C'est pour ça qu'il n'est pas bridable. C'est pour ça qu'on peut le prendre comme une info précise sur ce qu'on peut appeler le refoulement du préfrontal, du Bon, cortex. Jacques, après tout ce détour, Voilà, mais c'est pour dire que ce n'est pas une émotion, c'est pire, c'est une sensation. Si vous avez également, je ne sais pas moi, à un moment donné, vous percevez une sensation douloureuse avec la main que vous posez sur un objet chaud, c'est une sensation immédiate. L'émotion, c'est la mémoire de la sensation. La mémoire de la sensation, elle est filtrée par tout un tas de mécanismes. La sensation ne l'est pas.
qu'elle soit celle du stress ou celle du plaisir des plaisirs. Alors, Donc, moi, c'est pour dire que si on met la sensation dans l'émotion, là aussi, on se plante. C'est complexe. Autrement dit, le cognitif chaud des TCC est beaucoup plus vaste que le concept classique d'émotion. Je préfère parler de cognitif chaud, qui intègre bon, tout. le Et là, c'est cognitif chaud, complexe. puisque Voilà, c'est ce que tu vas préférer, c'est ce que je vais préférer. quel est le rôle du cognitif chaud dans les décisions de changer de comportement? Ah, pas un damasien, là, pour le coup. Je reviens à Damasio. C'est-à-dire que le cerveau ne s'est pas décidé sans motivation. Et la motivation, c'est les raisons biologiques de faire. Redit autrement, vous avez des motivations internes, le besoin, et des motivations externes, l'opportunité, si je fais quoi. Et la rencontre de l'opportunité et du besoin, ça fait l'action. Donc, sans ça, vous allez regarder de façon passive. Vous savez, en psychiatrie, les alexithymiques et bien d'autres qui n'accèdent plus aux émotions, ben, ils ne bougent pas. Ils regardent passivement. Ils regardent. Ils peuvent même avoir une émotion, mais rien ne bouge. Donc, et une opinion, c'est moins sûr. Ils vont regarder, ils vont décrire. Donc, je dirais, le cerveau, effectivement, il a besoin de boucler la boucle euh, des trois dimensions cognitif chaud, cognitif froid, comportement. Et là, tu ramènes le changement finalement à la motivation, principalement. Non, il est un maillon. Si on a la motivation, mais qu'on n'a pas d'opinion, ben on ne peut pas agir. Si on n'a pas de donc si on n'a pas de cognition et d'anticipation, et si on n'a pas d'accès au comportement, par exemple, je ne sais pas, moi je reprends l'exemple de l'algodystrophie, vous avez une parésie, vous ne pouvez pas bouger, bah, vous avez beau savoir quoi faire, vous ne pouvez pas le faire. Mais Une est-ce de qu'on mes patientes n'a pas pu lever le pied pour monter une marche de trottoir. Un jour, elle avait une parésie, elle ne pouvait pas lever le pied, elle est tombée. Elle a vu qu'elle allait tomber. Elle a vu qu'elle faisait une chose qui allait la faire tomber. Elle a essayé de lever le pied, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas pu arrêter le pied non plus, donc elle est tombée. Mais alors donc, est-ce qu'on peut avoir des cognitions et prendre des décisions sans émotion? Comment dire? C'est pas qu'on n'a pas d'émotion. C'est pas qu'on n'a pas d'émotion, mais qu'on est dans des modèles évolués de type cortico-préfrontaux, dans lesquels l'anticipation nous fait anticiper des choses désirables à long terme qui ne sont pas immédiatement palpables, donc qui n'ont pas de justification euh, interne motivationnelle, mais qui ont une représentation, une projection motivationnelle. Redit autrement, plus on en rêve, plus ça nous fait bouger. Les idéalistes, ils passent beaucoup de temps à rêver leurs émotions futures et ça les fait bouger. Les conceptualistes purs, s'ils y arrivent, c'est bien, mais ils ont beau parler au monde entier, on ne les écoute pas. Hein, les gens Covici et autres, tant qu'ils n'ont pas accepté de rentrer dans l'émotion des autres, leur discours ne passait pas. C'est pas que certains individus n'y arrivent pas, mais ils y arrivent par des prouesses neuronales, c'est-à-dire que ça se connecte bien de façon consciente ou inconsciente quelque part. Ils arrivent bien à connecter des motivations quelque part à des niveaux divers. Autrement dit, Damasio a raison, quand les insuffisances sont structurelles, c'est-à-dire que véritablement les réseaux neuronaux qui permettent de les connecter sont rompus, plus personne ne peut jouer au prix Nobel quoi, de physique. Je crois que dans tous les cas, c'est parce qu'on y arrive. Et simplement, plus c'est sophistiqué, moins c'est communicable. Trop complexe. Je reviens sur, tu Oui, penses qu'on peut avoir entendu. des cognitions qui vont quand même nous faire bouger, même s'il n'y a pas de Ah dimension si, bien sûr, émotionnelle? tout peut nous faire bouger, mais là, c'est l'approche cognitiviste. Nos cognitions peuvent nous faire bouger, heureusement, sinon on ne serait pas là. Nos émotions larges, au sens cognition chose, c'est-à-dire tout ce qui nous fait bouger, tout ce qui nous donne envie de nous lever ou de fuir à l'inverse. Euh, tout ça, bien sûr, c'est des facteurs essentiels de mouvement. Alors, moins on est sophistiqué dans l'éducation cognitivo-comportementale, plus on est émotionnalo-impulsif, bien sûr. Autrement dit, plus quelqu'un n'a pas grandi dans une éducation structurante, plus c'est l'impulsion, positive ou négative, immédiate. Voilà. À l'inverse, plus on a structuré ces éléments qu'on vient d'évoquer, plus ils deviennent codécisionnaires. Mais ils sont moins spontanés que l'impulsion qui existe dès la naissance, si je peux dire. Un enfant se brûle, il me pose le doigt sur un truc chaud, la réponse est immédiate, quoi. Et elle n'est pas que réflexe. Il va construire des stratégies d'évitement,
il va mobiliser son cerveau pour que ça ne se reproduise pas. Tu es assez cognitiviste, toi, hein? Ah, moi, je pense que le cognitivisme est très puissant dans ses observations cliniques. Après, on l'explique beaucoup mieux et on peut aller beaucoup plus loin dans les applications. Mais je pense que le cognitivisme n'est pas dépassé loin de là. Je pense qu'il reste en avance sur la plupart des spécialistes qui ont une vision peut-être trop loin de la clinique. L'avantage du cognitivisme, c'est qu'il a appliqué les méthodes d'exploration clinique, qui sont quand même anciennes, hein. C'est toute l'histoire de la médecine et des sciences humaines. Donc c'est l'approche, comment on part des données brutes du vivant humain pour analyser des comportements et des stratégies. Parce que quoi qu'on fasse, hein, que ce soit de la médecine entre guillemets somatique ou de la médecine psycho ou de ce qu'on veut, ou de la pédagogie ou de la psychologie, ça reste très centré sur les approches cliniciennes. C'est comment on a appris à observer des modalités, comment on a appris à les modéliser, comment on a appris à les tester à travers des expérimentations, à tirer des conclusions et à enrichir les modèles. Ben, c'est vrai que ça a le mérite d'être centré sur la machine entière, si je peux dire. Et on a moins de chances de se tromper que si on prend un seul maillon dans une expérimentation trop centrée, comme on le fait en expérimentation en sciences fondamentales. Je ne sais pas, par exemple, on étudie l'attention de jeunes enfants de 8 à 10 ans dans un contexte expérimental défini, et comme le diraient les scientifiques un peu lucides, on sait plein de choses sur des enfants de 8 à 10 ans dans le contexte où on les a mis, point. C'est tout. On ne sait rien de plus en fait. Si on en fait des généralisations hors de ce contexte, c'est abusif, par essence, sauf transdisciplinarité et études larges. Tu as plusieurs fois prononcé le nom de Damasio. Est-ce que Ouais. tu peux reprendre ce qui serait la pensée de Damasio et comment toi tu te situes par rapport à ça? Ben, Damasio, c'est d'abord un médecin, donc je me sens proche. C'est ensuite un neurologue, qui est un des domaines qui m'a le plus intéressé, même si je ne suis pas neurologue. C'est un neuroscientifique, là aussi, je ne peux que me sentir proche. Il est très curieux de la transdisciplinarité, donc il a quand même une idée des sciences de l'évolution et de l'évolution des comportements et de l'éthologie. Je ne peux que me sentir proche, c'est aussi un de mes sujets favoris, parce que justement, un de mes grands inspirateurs de jeunesse, c'était Laborie, et Laborie qui disait des choses très transdisciplinaires à son époque, en disant au fond, la seule raison d'être d'un être, c'est d'être, et le cœur de cet être, c'est l'ADN, et tout part de là. Et si on veut bien regarder ça, on verra que le cortex préfrontal, c'est une gare de triage très lointaine du centre de commandement. Et il avait plus raison que tort, si je peux le dire. Damasio est un des acteurs de cette réflexion. Donc, quand il dit j'étudie la façon dont la neurologie, quand elle étudie les séquelles des accidents vasculaires ou des maladies dégénératives ou de je ne sais quelle malformation génétique et autres, par exemple, dans le sentiment même de soi, il termine par un cas extraordinaire, cas clinique qu'il a vu sur une pathologie d'Urbarviet, si vous connaissez. Il y a 5 à 10 cas dans le monde à un même moment donné. Vous avez le droit de ne pas connaître, hein. Moi-même, je ne connaissais pas avant de lire Damasio. Et donc, il décrit un de ces cas qui a eu la chance de tomber dans ses mains à New York, parce qu'un psychiatre l'a envoyé en disant, moi, je ne vois pas ce que c'est, cher, cher Damasio, cher Antonio, est-ce que tu peux me donner ton avis sur le sujet? Et qu'est-ce qu'il a fait en faisant des examens complémentaires de base, hein? Il a vu qu'elle avait une calcification bilatérale des deux amygdales. Et derrière ça, ben, qu'est-ce qu'il a vu? C'est que au fur et à mesure qu'on pouvait attribuer, parce que c'est une pathologie qui apparaît à l'âge adulte, donc avant elle avait ses amygdales, et limbique j'entends ses amygdales du cerveau, et donc à un moment donné elle les a perdues par calcification bilatérale. Et qu'est-ce qu'elle a perdu? C'est la capacité à repérer les comportements d'agressivité intersociale, intrasociale. Autrement dit, dans la rue, elle se faisait agresser par des gens dont elle ne voyait pas l'agressivité potentielle. Donc elle passait pas au large. Si on l'interpellait, elle répondait gentiment avec le sourire. Il lui arrivait tout le temps des misères. Et ce que disait Damasio, c'est en se servant des déficits structurels dans le cerveau humain qui ne sont pas expérimentaux, on n'a éthiquement pas le droit, mais les expériences naturelles, génétiques comme Urbarviet, ou accidentelles, les pathologies et autres, nous permettent de répondre à beaucoup de ces choses-là. Et ce que vous écrivez très bien dans le sentiment même de soi, vieille écrite Damasio, mais je pense qu'il reste la trame
de son évolution. J'ai discuté avec lui dans une conférence à Paris il y a une dizaine d'années, à la fin d'une conférence, et en gros, je me suis réactualisé dans quelques questions sur le sujet. Oui, c'est la base de l'évolution de Damasio. Avant les neurosciences, c'est la clinique neurologique. C'est de dire que quand vous perdez des structures dont on sait qu'elles sont clés dans la construction de la conscience, eh bien, si vous les perdez structurellement, vous perdez l'outil. Bref, quand vous perdez la connexion des structures qui ramènent l'information perçue, sensation, émotion plurielle, et que ça la ramène en contact des éléments de représentation et de comportement, et que vous avez perdu la connexion de certaines structures clés comme l'amygdale ou d'autres, eh bien, vous pouvez perdre les dimensions en question complètement, la représentation, l'action, aussi bien la personne dont je parlais dans Urbarviet, le dernier exemple clinique, elle ne se représentait pas ce que ça voulait dire que quelqu'un d'agressif. Un chien agressif, oui, un humain agressif, non. Elle ne pouvait pas le concevoir. C'est pour dire que ça perturbait la conscience alors qu'elle avait juste perdu le branchement des vieilles émotions sur le sujet. Mais ce n'était pas le sujet, ce n'est pas les phobies sociales qu'elle avait perdues, c'est la capacité à réfléchir à l'agressivité sociale structurellement. Son cerveau n'en avait plus l'aptitude. Et si vous perdez à d'autres niveaux, dans les structures qui sont au cœur de la conscience, comme voilà, le thalamus et autres, dans les vieilles structures les plus profondes, je dis ça de mémoire, voilà, il y a encore des structures plus profondes, eh bien, c'est la conscience que vous perdez. C'est-à-dire, la conscience ne peut pas se créer si une des trois composantes n'y est pas structurellement. Alors ça, c'est de la neurologie, ça. J'aimerais bien que tu reviennes. Tu as mentionné l'intérêt des REX. Eh oui. On parle souvent des Et REX. vous voyez à quel point ce n'est pas des choses discutables. Quand la neurologie vous montre, vous perdez la connectivité de structures qui portent l'info et qui, à un moment donné, sont au cœur de l'interconnexion des structures, la conscience profonde ne peut pas émerger. Donc, les consciences récentes corticales ne peuvent pas se greffer sur un socle basique dont elles ont besoin. C'est comme un soft pour lequel vous n'avez plus le soft de base qui permet de les développer. Ça ne s'allume plus. Donc, Et là, vous perdez la Jacques, conscience. de ce dont tu parles, là, à la Ouais. limite, on n'a pas la main. euh, on va essayer. Non, on n'a pas la main. Les Revenons cognitivistes, peut-être. ils ont la main sur les interfaces tardives. Reviens, par exemple, tu Alors, cites souvent le REX. Est-ce que ouais, dans le REX, on peut ouais. voir le rôle des émotions? Ah bah oui, bien sûr. Le Rex n'existe que parce que euh, René Amalberti, avec qui j'ai eu de la chance de travailler 8 ans, donc qui était qui est maintenant euh, à l'Agence nationale euh, mince, pour la santé, en France, je ne sais plus quel service exactement, mais qui à l'époque était dans l'armée de l'air et qui était le directeur de l'IMASA, l'Institut de médecine du service de santé des armées, et qui travaillait sur le stress des pilotes de chasse. Voilà. Et on a travaillé sur ce sujet-là ensemble. Mais moi, j'ai surtout regardé ses recherches plus que l'inverse. On a apporté des petits bouts de nos recherches à ce qu'il avait fait lui. Et c'est un des deux co-créateurs avec son homologue américain du Rex. Et le Rex, c'est né de quoi d'une étude très factuelle, très clinicienne des comportements de risque dans les avions et en pilotage, d'abord militaire mais tout court. L'erreur est humaine. Même un spécialiste se trompe tous les 100 tacts. Une fois sur 10, il corrige. Et la fois sur 10 où il ne corrige pas de façon pertinente, il apparaît une autre anomalie, 9 fois sur 10, il corrige, et ainsi de suite. Jusqu'à avoir des anomalies qui créent d'abord des incidents, puis des incidents un peu plus sérieux, jusqu'aux accidents graves. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? La plupart du temps, des mécanismes qu'on appelle aujourd'hui les biais cognitifs, qui font que notre cerveau est en mode dégradé et dans lequel il trie de façon trop rapide, d'abord parce qu'on est pressé, et ensuite parce qu'on a l'habitude, et parce que d'habitude ça marche, et que le cerveau humain est, comment dire, est tolérant aux erreurs récurrentes jusqu'à un certain niveau. Hein, je peux vous donner des exemples de sécurité routière. Vous pouvez améliorer la qualité des routes autant que vous voulez, le nombre d'accidents ne diminue pas. C'est la tolérance mentale des conducteurs qui font qu'ils tolèrent un certain niveau de risque. Donc, quand la route est meilleure, ils roulent plus vite. Ils recréent le risque. Tu reviens, comme je dit, le rôle des émotions dans les REX. Alors, le REX, c'est que justement, on a introduit le REX
dans la prévention des erreurs. Ça veut dire qu'on dit sans arrêt dans le Rex, ne faites pas attention à vos sensations, pas une grande partie du temps. Par exemple, dans une procédure nucléaire, par exemple, pour faire une procédure particulièrement dangereuse, il y a 2 ou 3 personnes qui sont là. On leur demande d'appliquer la procédure. Ils relisent la procédure, ça fait 10 000 fois qu'ils la lisent. Ils la relisent. Ils refont comme les pilotes et le contrôleur aérien, en disant 5 sur 5, voilà, bien reçu, bien compris, etc. Et ensuite, ils donnent leur avis un par un, si c'est vraiment le cas. On n'y va pas et pourquoi. Et premièrement, on ne tient pas compte du fait que si quelqu'un remet en cause le point de vue de l'autre, ce n'est pas une remise en cause de la personne. On dit non, non, émotion, Rex. Émotion, on s'en fout. Opinion. Donc on essaie de recentrer sur l'opinion et sur les faits, mais en disant en même temps, on t'en veut pas. Et on ne s'en veut pas mutuellement. On sait que, non, non, ce truc-là, on croit savoir, et si à un moment donné, on remet en cause l'opinion d'autres, non, non, c'est pas ton opinion qu'on remet en cause, c'est le facteur humain. Une erreur toutes les 100, c'est trop pour pouvoir lancer une opération nucléaire. Donc, c'est pour dire que la première émotion qui vient, c'est un certain biais cognitif dont j'oublie le nom en 2 noms, qui dit plus on est ignorant sur un sujet, plus on est sûr de soi. Premier biais. Deuxième biais, évidemment, plus on a l'habitude de faire, plus on est sûr de soi. Si vous mettez les deux bout à bout, vous faites des erreurs tout le temps et les centrales nucléaires pètent. Ben, il y en a une tous les 5 ans qui fait un gros truc, quoi. Pour arriver à faire tourner des trucs dangereux et de façon et avec des humains dedans, il faut appliquer des règles qui ont repéré les domaines à plus haut niveau de risque et sur lesquels on multiplie les parades. Et les parades sont toujours construites de la même façon. L'erreur nous apprend autant que le succès. Par exemple, chez les pilotes de l'armée de l'air, pour prendre l'exemple, les colonels, les lieutenants et les généraux qui dirigeaient les opérations, quand ils faisaient des REX, c'était les premiers à dire voilà mes erreurs de la semaine, pour donner le modèle. Autrement dit, faire un nouvel émotionnel social. Le courage, c'est d'oser dire ses erreurs et non pas d'être la tête brûlée qui fait les choses que les autres n'osent pas faire. Bon, Donc, vous voyez, Jacques, on a changé le courage, on a changé l'émotion, on a fait avec, on a intégré l'émotion humaine pour ce qu'elle était, on l'a recapitalisée autrement et on l'a aussi marginalisée en disant à un moment donné, l'erreur nous apprend autant. La marée monte, ça fait de l'électricité, la marée descend, ça fait de l'électricité. Jacques, je Ouais. vois qu'il y a pas mal de questions là qui Alors, s'affichent. on y va. Donc, Alors, si vous prenez les TCC, elles sont très rex. On apprend à partir du stress. On apprend plus sur soi à partir du stress qu'à partir des moments de bonheur, par certains côtés. Alors, donc, on va laisser ouais, peut-être la parole un peu à bien nos sûr, on y va. participants. Voilà, moi j'ai pas mal théorisé maintenant. À vous de jouer. Alors, avant, je voulais donner la parole à Laurence. Oui. Laurence qui anime des fresques des émotions. Mhm. Et je lui avais demandé est-ce qu'elle acceptait de parler de qu'est-ce qu'elle avait observé Mhm. chez les participants qui assistent à une fresque des émotions et qui est vraiment centrée sur l'émotion. Mhm. Et quel est le travail qui est fait et découvert par ces participants. Donc, Laurence, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que toi tu vois dans ce travail qui est fait directement avec l'émotion? Alors, moi, ce que je peux observer en tant qu'animatrice de cette fresque, c'est que le processus, en fait, de la fresque des émotions, ça leur permet en revisitant une situation réelle qu'ils ont vécue et Mhm. en ramenant, je dirais, les sensations du corps et Mhm. l'émotion ou les émotions qui ont été ressenties. Dans un premier temps, on leur demande de mettre un mot sur cette émotion. Donc, en fait, on passe de sensation, de réaction, de quelque chose d'un peu flou à un mot qui va donner une information peut-être un peu plus précise, ne serait-ce qu'à Mhm. à leur cerveau. Donc, on voit déjà un premier pas ici qui est fait. Mhm. Après, moi, ce que j'observe, c'est qu'en fait, il y a un deuxième niveau de conscience qui est de dire, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est joué dans la situation pour moi? Quelles sont les pensées automatiques qui sont venues? Quels sont les comportements, je dirais, un peu automatiques? Les Mhm. actions que j'ai été amenée sont peut-être en prendre conscience que j'ai été amenée à faire. Et du coup, ça leur permet de reprendre conscience justement de tout ce lien qu'il y a entre l'émotion, les pensées automatiques et les comportements. Et donc de Mhm. prendre conscience que ça leur permet de toucher du doigt aussi un point important qui est que il y a peut-être une situation qui a créé une problématique pour eux, mais le plus important, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation?
Mm. qui est venu réveiller en fait une réaction, une sensation et donc et une émotion. Et donc, on arrive à mettre aussi des mots, à leur faire mettre des mots sur des besoins ou Bien sûr. des, voilà, qui sont soit en manque, soit qui sont en souffrance, soit qui sont comblés. Mm. Et du coup, ils arrivent à faire des liens entre je suis agacé, j'ai besoin de clarté, je suis inquiet, j'ai besoin de sécurité, Mm. et de remettre le besoin au cœur de tout ça. Et donc, en fait, Mm. ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce processus, où ils ont remis de la conscience sur tout ce qui est en train de se passer, on Mm. voit qu'ils ont envie et qu'ils sont prêts à faire des petits pas pour remettre de la conscience dessus, peut-être décider de faire différemment la prochaine fois, Mm. peut-être d'analyser ce qui s'est passé pour Mm. analyser cette information précieuse qui est finalement quel est ce besoin que ça vient chercher. Donc voilà, c'est ça un peu que moi j'ai observé et dans la dynamique de la fresque Mm. auquel il participe. Ben, que dire, c'est très utile, évidemment, puisque dans notre société, l'émotion aujourd'hui, tu es un parent pauvre, on n'apprend nulle part à comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, d'où ça vient, comment ça s'organise dans notre façon de penser. Et la meilleure façon d'être gouverné par une chose, c'est de ne pas la conscientiser. La conscience est toute petite partie du fonctionnement cérébral. Autrement dit, on est vraiment une coquille de noix, Freud avait raison, sur un océan d'activité neuronale, et moins on comprend, moins on s'intéresse à la signification des choses émergentes dans la conscience ou dans la somatique, si on peut rester dans le langage freudien, ou la corporalité, si on veut, ou la médecine, c'est l'inconscience, c'est la meilleure façon de donner les clés du camion, diraient certains, à des parties de nous qui nous gouvernent sans qu'on le sache et qui ne sont pas forcément ce qu'on aimerait être consciemment ou dans notre identité au sens ordinaire du terme. Donc, oui, tout ce qui nous aide à conscientiser est bienvenu et tout ce qui nous aide à partir de la partie émergente, c'est-à-dire observable, est bienvenu. C'est pour ça que je pense que l'approche psycho-émotionnelle, comme on pourrait qualifier la psychologie, si on peut dire, euh, c'est crucial. Alors après, évidemment, dans une fresque, on va forcément devoir s'arrêter sur la partie la plus visible. Évidemment qu'après, si on rentre dans un travail de développement personnel, de psychologie ou de réflexion stratégique pour les enseignants, hein, regardez les travaux d'Olivier Houdet ou bien d'autres, ou dans le domaine du management, et j'en passe, hein, si on prend les travaux de Stimulus, pour prendre un exemple français, sur en quoi les TCC peuvent servir au départ, pas seulement à aider les gens à être moins stressés au travail, c'est sa fonction première, mais ça peut devenir des outils de management et de pilotage. Si je prends le simple tableau de Beck, ça va un cran, bien sûr, au-delà. C'est-à-dire, non seulement je suis anxieux sur le sujet et je n'en avais pas conscience, je m'agitais dans tous les sens et je croyais que j'étais actif alors que j'étais agité, et que je n'hierarchisais pas mon action pour me permettre de résoudre mes problèmes. J'étais happé par des choses qui me détournaient de mes réflexions et j'en passe. Donc, savoir qu'on est anxieux, c'est une étape. Maintenant, colonne de Beck, c'est la deuxième. Et la troisième colonne de Beck, c'est j'ai d'une part des émotions X et Y ou des sensations, puisque le stress est une sensation. Euh, j'ai ensuite des pensées associées. Et la troisième colonne, c'est quelles sont les pensées alternatives qui me permettraient de retrouver mon calme. Parce que derrière les TCC, il y a l'intuition, mais qui à l'époque n'était pas scientifiquement validée. Loin de là, on pensait plutôt le contraire à l'époque. C'est pour ça qu'on faisait des lobotomies, donc des déconnexions du préfrontal chez des gens qui étaient anxio-dépressifs, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est en recablant le préfrontal, les TCC deuxième vague, c'est on remet le préfrontal au cœur de notre réflexion, si je peux dire, à travers la rationalité, pas seulement toute la façon de réfléchir de cette troisième colonne, mais on peut dire qu'une pensée alternative que moi j'aime bien utiliser aussi, c'est la pensée de l'humour. Euh, Toute façon de penser différente de la pensée qui nous stresse est déjà mieux que la pensée stressante. Bref, on découvre que la pensée stressante est plus stressante que le fait stressant. Autrement dit, c'est plus la réponse qui pose problème que le problème. Voilà. Alors, quand je lis dans le chat, Mm. tu as, par tes réponses, là, tu as abordé certaines réponses des questions. Oui. Peut-être qu'on peut demander dans le groupe, est-ce que
Vous aimeriez poser une question et pouvez vous lever la main. Huguette, je vais prendre la parole parce que je ne peux pas rester plus longtemps. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, merci Jacques de tous ces éclairages, hein. Donc, je suis à l'origine de la conception de la fresque du facteur humain grâce à Jacques, parce que c'est lui qui a formulé facteur humain. Facteur humain et le rôle du facteur humain dans la transition. C'est-à-dire que si on a une trajectoire de réduction de nos impacts, il peut y avoir des solutions technologiques, mais le facteur bloquant, c'est le changement de comportement et ça s'appelle le facteur humain. Et donc merci de m'avoir entraîné, nous avoir entraînés dans cette aventure. Et je vois pas mal d'animateurs formés à la fresque du facteur humain qui est essentiel, fondamental. Merci pour les travaux du GIECO qui, groupe transdisciplinaire, cherche justement à faire relier, communiquer, dialoguer toutes ces fonctions on va dire, de sciences humaines, et on en a grand besoin. Sur Damasio, parce que je vois que Jean a posé la question, tu m'as beaucoup inspiré, et puis à un autre moment, j'ai ouvert les livres de Damasio, qui ont été vraiment structurants dans la création de la fresque des émotions. Déjà, le premier livre de Damasio sur l'erreur de Descartes, c'est de revaloriser les émotions dans la prise de décision, et ça rejoint l'intelligence émotionnelle. C'est que déjà, quand on a une perte, je pense, là tu peux me corriger, entre le préfrontal et le cortex, on est incapable de prendre des décisions parce que les émotions sont une information qui nous permet de prendre des décisions. Et la personne, voilà, on ne peut pas prendre de décision sans avoir un retour émotionnel. Quelle est la valeur de la décision A par rapport à la décision B? C'est cette information qui nous est amenée par rapport à des situations passées et à la situation présente qui vont me faire plutôt aller vers A ou B. Et dans son deuxième livre que j'ai lu, qui porte plus sur la culture, il dit que si l'humanité progresse grâce à l'artisanat, à la culture, c'est parce qu'il y a un rex émotionnel de ce que l'on fait à la fin d'une tâche accomplie, d'une action faite, effectuée. Je reçois soit des émotions agréables ou désagréables, et que ça va me permettre d'avoir ce rex qui me permet de me dire « Ah ben, tout va bien, je continue ce que je fais », ou alors, parce que la valence est négative, et que l'intensité est assez forte, me dire « Ah tiens, je pourrais peut-être faire autrement ». Donc je te laisse réagir à ça et voilà. Merci. En tout cas, Huguette et Laurence, merci beaucoup pour l'animation. Je voulais juste intervenir pour clarifier ce point-là qui était un peu récurrent. Merci. D'accord, c'est-à-dire que si on n'a pas des gains supérieurs aux pertes au sens émotionnel et sensoriel, à la sortie, on ne le fait pas. C'est la façon dont on construit cette cuisine intérieure de façon plus ou moins sophistiquée qui permet de le faire. Voilà, moi je sais pas, je vais vous donner un exemple. Peut-être au deuxième point, attends, Ouais. puisque voilà, deuxième point, c'est la psychologie, parce qu'on est beaucoup là Ouais. comme sur les théories comportementales et cognitives. C'est vrai que la psychologie et la psychiatrie se sont toujours intéressés au stress, à la peur, à la dépression. Et moi, quelque chose qui m'avait animé dans la création de la fresque des émotions, c'est et la place de la joie dans tout ça. Est-ce qu'on Oui. peut, est-ce qu'on peut changer de comportement parce qu'on fait une découverte qui nous rend heureux, parce qu'on est content de contribuer à quelque chose et de donner notre amour pour quelque chose qui fait sens. Est-ce que c'est pas le levier oublié de l'écologie et même du bien vivre, sans parler d'écologie, quoi? Je viens de lire dans une revue médicale à laquelle je suis abonné je crois, une méta-analyse, ou en tous les cas un article sur le sujet, montre que les émotions de notre jeunesse et les motivations de vie de notre jeunesse sont essentiellement divergentes de celles de notre troisième âge. Et ce qui nous rend plus ou moins heureux, c'est le niveau d'aboutissement de ce que nous sommes devenus plutôt que de ce que nous étions. Mais en même temps, il y a d'autres études suédoises qui montrent une partie de l'inverse à travers ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Autrement dit, une partie de notre identité première qui, elle, est structurante. Mais c'est une partie. Euh, voilà, et là, on rentre dans des théories un peu sophistiquées. Mais je dirais que j'aime bien le concept de psychologie classique sur le vrai self et le faux self. C'est tout un débat très intéressant d'une partie que la culture nous a refilée, qui était plus
si je peux dire, valorisante socialement, mais peu nourrissante individuellement, qui est le faux self, par rapport au vrai self, qui lui s'est développé avec le contexte social ou sans. Ça, c'est la partie individualisée, voire divergente, et dans laquelle on a appris à s'autosuffire. Redit autrement, j'aime aussi bien je ne sais plus qui avait dit ça, la solitude est une pathologie, pas une situation. Quelqu'un qui n'a pas de problème avec lui-même, il n'est jamais dans la solitude, il est seul, mais il a rendez-vous avec lui-même, il est bien. Donc, la notion de tude, hein, la négritude, la solitude, etc., c'est le mal-être avec une situation. Et donc, voilà, je dirais que le cœur de l'émotionnel au sens très large du terme, damasien du terme, c'est effectivement absolument clé, et sans lequel l'individu, ben, il est passif. Voilà. Il est vide et passif. Donc non, on ne peut pas être cognitif tout seul. Et d'ailleurs, on se pose aujourd'hui la question sur les IA. Les IA peuvent-elles avoir une intelligence et, et une conscience? Eh ben, tant qu'elles n'auront pas de motivation, je ne le crois pas si je suis damasien. Hmm. Je voudrais peut-être, j'ai une question, je trouve, à laquelle on n'a pas complètement répondu, qui est dans le chat, que je trouve intéressante. Je vais la poser. C'est une question de... Oui. Si les émotions sont le souvenir des sensations, est-ce qu'on peut modifier ou moduler ces souvenirs, dont la perception de ces sensations, pour parvenir à un changement de comportement utile ou utilitariste? Bah oui, ça s'appelle la thérapie comportementale et cognitive. Hein, ce que fait le travail des phobies, hein, de la première génération, c'est de recontextualiser des souvenirs traumatiques associés à des vécus apaisants, de techniques anti-stress associées, et de recablage éventuellement des représentations dans un contexte plus ouvert de type Rex. C'est plus ou moins fait consciemment dans les versions plus actuelles des phobies, où on a des comportementalo-cognitivistes, mais qu'importe la façon dont on s'y prend, bien sûr qu'on peut recabler nos émotions, pour ne pas dire que notre cerveau fait ça tout le temps. Le rôle du préfrontal, lisez Olivier Houdet, le rôle du préfrontal, c'est c'est d'abord de reconsidérer les émotions bloquantes qui permettent à nouveau d'ouvrir l'expérience, parce que c'est la première chose qui nous empêche d'être en mode ouvert. Donc, il y a un travail de débugage constant de tous les comportements d'évitement qui se créent naturellement dans les vieilles structures émotionnelles, sur tout ce qui a fait mal et qui a fait peur, pour le reconfigurer autrement à tous les niveaux, sensorialo, émotionnalo, cognitivo, socialo, comportemental, et j'en passe. Et c'est cette reconfiguration globale qui nous permet d'être apaisés. On a beau avoir pu parfois subir les pires horreurs, quand on les a intégrées et transcendées, c'est pas seulement un recul qu'on a pris dessus, c'est une intégration. L'acte, hein, par exemple, si vous connaissez. Acceptance and commitment therapy. Quand on est dans l'acceptation, c'est la première étape qui permet la reconstruction d'une expérience. Mais l'expérience du cerveau, c'est qu'elle transforme tout le temps. Non, ça n'est pas bloqué. Ça n'est bloqué que dans les vies. C'est là où on congèle l'émotion. C'est là où on a un traumatisme qui ne s'évacue pas. Parce qu'on ne peut pas revivre la situation et donc la reconfigurer. Mhm. Et puis, une autre petite question qui est un peu sémantique, mais que je trouve intéressante. Si le stress est une sensation, comme vous l'avez dit, est-ce que la peur est une émotion ou l'émotion qui lui est reliée? Non, c'est une sensation. Alors après, on s'entend. Il y a peur et peur. Mais c'est ce qu'on peut appeler l'anxiété généralisée, par exemple. L'anxiété généralisée rentre dans le comportement de soumission, tel que moi je le comprends à partir de l'éthologie, alors qu'on peut appeler la, la dépression, mince, j'oublie le nom psychiatrique, la dépression lourde, dont le nom m'échappe tout de suite, qui est la psychose mélancolique. Voilà. La psychose mélancolique, c'est la transcription en termes psychiatriques de ce qu'est la soumission dans les formes les plus aiguës, dans le travail des éthologistes, par exemple. Eh bien, dans le comportement de soumission, qui contient l'autodestruction, euh, qui est un comportement social de mise à l'écart, voire d'autodestruction, euh, comment dire, on est dans des émotions qui n'ont plus aucun sens à l'échelle des émotions qu'on évoque tout de suite, puisque l'individu arrive à des comportements hautement suicidaires
qui ne s'explique pas par l'instinct de survie, si je peux le dire comme ça, ni par la recherche de la satisfaction et du plaisir. On est dans des comportements antagonistes, mais à l'intérieur des mécanismes dont l'amygdale, l'insula et quelques autres, eh bien, on est dans des mécanismes qui ont un rôle de régulation sociale et qui sans doute expliquent les suicides de certains dauphins en cas de surpopulation, comme on les a décrits chez les éthologistes, et je ne sais. En tous les cas, en psychiatrie, c'est clair que les comportements d'autodestruction, d'automutilation, on les voit dans la psychose mélancolique et que ça n'a de sens qu'à l'intérieur même de ce microsystème de l'amygdale et de quelle structure de genre. Et c'est pour ça que quand c'est détruit par la maladie d'Urbaviette, tout ça ne peut plus exister. Ni la peur de la violence, ni l'autodestruction de type amygdalienne. Donc c'est pour dire à quel point, moi j'appelle ça contenant-contenu. C'est structure versus culture. Et là, pour de bon, ça existe bien. Il y a bien du hard et il y a bien du soft dans le cerveau. Mhm. Et si on n'a plus le hard, on ne peut pas faire le soft. C'est pour ça que l'émotion singulière, je ne sais pas ce que c'est. L'émotion, c'est aussi vaste que la cognition. Et quand je vous ai parlé de la cognition de l'algodystrophie, elle est juste centrée pour s'éjecter. Mais elle est intelligente sur ce plan-là. C'est-à-dire que les vieilles structures du cerveau savent utiliser les structures cognitives pour créer un processus paranoïde et où le danger, c'est soi. Donc on est comme paranoïaque à son propre égard. Et on interprète tout en sens. Et c'est vraiment spécial. Donc je suis en train d'essayer de construire une thérapie neurocognitive, neurovégétative, basée sur l'exploitation de la douleur, de l'association de la douleur à des stimuli et à des productions, etc., à travers des outils de type physiothérapie. Mais j'utilise des processus de type évitement automatique, phobie. C'est comme une phobie, si ce n'est que c'est des sensations de type douleur et c'est interne avec un danger interne. Et ça explique tout. Enfin, le modèle explique tout. Il va falloir voir s'il guérit tout. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire sur un premier cas clinique. Mais c'est pour dire que c'est particulier comme émotion, hein. Et dans la psychologie d'aujourd'hui, on ne sait pas l'interpréter. J'ai repassé un peu en revue tout ce qui est publié sur l'algo. C'est toujours la grande interrogation des spécialistes. On ne comprend pas ce que c'est. Il faut aller chez les éthologistes pour commencer peut-être à comprendre un peu ce que c'est. C'est fait pour se méfier de soi en allant se mettre sous un arbre, pour ne plus bouger, ne plus manger et ne plus se montrer. Bon, Ça vaut. Voilà. Jacques, on peut peut-être Voilà. Alors, a hâte de connaître question suivante. on a hâte de connaître en fait parce que je sais que tu es en train de préparer quelque La chose prochaine de publi. publié. La Donc prochaine publi. ça, on a hâte. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci parce que je sais, moi, que tu as des emplois du temps inhumains. C'est pas faux, mais je le fais quand même un peu exprès quand même. Donc, je ne suis pas vraiment victime. Donc, ça me rend pas malheureux, mais peut-être que ça me fera mourir d'infarctus précocement, ça. Bon, en tout cas, on espère que non, parce qu'on a encore besoin de tout ce que tu peux imaginer, produire Ouais, et ouais, faire. Donc, merci, ouais, vraiment merci. Merci à vous tous, nombreux, ouais. et à très bientôt, Je j'espère. ne peux que dire qu'en tous les cas, la psychologie ne peut faire sans l'émotion au sens damasien, au sens global, au sens large du terme. Donc oui, on ne peut pas faire l'impasse, c'est insensé, bien sûr. Par contre, on ne peut pas dire c'est émotionnel, donc c'est bon et le cognitif est mauvais. Ça non. Les TCC de deuxième vague On montrent sent le que c'est contraire. très... Voilà. C'est ni vrai ni faux. C'est et, c'est pas ou. Ouais, Voilà. c'est bien. Voilà, merci à vous Merci Jacques encore, et bonne merci. route. Merci.